Bonjour à toutes et à toutes. Suite des lectures pour l'automne. Alors, thème complètement différent. Je vais vous parler de trois livres qui sont liés à la sexualité, sexualité féminine notamment, mais pas seulement. Parce que comprendre la sexualité féminine veut dire également la sexualité masculine réussie, du moins normalement. Bref, tout cela touche à la survie profonde et à long terme, bien sûr. Alors, premier livre d'une auteure suisse que j'ai trouvé rigolo. Donc, l'auteur Lana Calzolari, Mon ascension de l'Everest en talons aiguilles. Voilà, édition Rebelle, vous le trouvez, 15 euros. Alors, c'est un livre que j'ai trouvé plutôt bien écrit. Alors, c'est une sorte de roman. C'est l'histoire d'une jeune femme, Noémie, qui cherche, comme beaucoup de femmes, le grand amour, et qui, évidemment, vivant dans la société que l'on connaît aujourd'hui, passe d'une aventure à une autre, entre des hommes coureurs, séducteurs, à d'autres trompeurs, etc. C'est un livre qui m'a fait penser à cette série qui marchait bien dans les années 90, Sex and the City, qui était basée à New York, sauf que là, évidemment, ça se passe plutôt en... Je me souviens plus si c'est à Genève ou Paris. En tout cas, ça montre bien que les femmes d'aujourd'hui parce que c'est assez réaliste la manière dont ça décrit les vies des jeunes femmes plutôt branchées, visiblement décrites pas trop moches, plutôt mignonnes. L'auteur est très très joli, par parenthèse. Euh, à part ça, ça montre que justement les femmes modernes sont prises dans une sorte de libéralisme que Welbeck avait très bien décrit d'ailleurs, où, puisqu'il n'y a plus de pression sociale dans le sens du village, où chacun croit être maître de soi-même et on se retrouve dans une sorte de... C'est pas nouveau, mais on se retrouve dans une manière exacerbée dans une course à la recherche absolue de gens et on les teste. Et ça, c'est intéressant dans la sexualité libre et je suis certainement pas contre cela, mais le pendant de la liberté sexuelle, c'est qu'on va essayer tout et n'importe quoi avec n'importe qui. Et que très rapidement, l'être humain, il va s'user. Ça, c'est assez fascinant. J'ai vécu ça quand j'étais jeune. On s'use émotionnellement parce qu'au fond, surtout pour une femme, pour les raisons que je vous expliquais dans un livre un peu plus tard, une femme est programmée pour essayer de chercher la meilleure personne possible pour qu'elle s'occupe d'elle pendant, anthropologiquement, qu'elle est enceinte et elle s'occupe d'élever les petits-enfants dans les premières années. Donc il y a une programmation qui est moins forte chez l'homme, qui lui peut procréer euh, des milliers de fois s'il veut dans sa vie, et au fond n'a pas une obligation biologique, hein, on ne parle pas de la loi, etc., de s'en occuper, de rester. Donc l'homme aura tendance à vouloir s'accoupler un maximum de fois, alors que la femme doit utiliser euh, de la circonspection et de la jugeote, et les femmes intelligentes s'accouplent avec les gens généralement les plus haut placés par rapport à leur capacité et leur attractivité sexuelle. Évidemment, une femme intelligente moche, normalement, elle va pas trouver un mec très riche ou très intéressant parce qu'elle est moche. Pour le mec, ce qui est important, c'est le moche. Mais on en reparlera plus tard, dans l'autre livre, dans un de l'autre livre. Je résume. C'est pas toujours le cas, mais c'est quand même le cas. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'évidemment c'est rigolo, c'est marrant, on voit cette Noémie évidemment tomber d'un mec à un autre, il y a des séducteurs en série, c'est assez réaliste de ce qui se passe aujourd'hui, et que finalement, alors c'est pas du psychu, hein, c'est pas du tout un livre débile dans ce sens-là, c'est plutôt intéressant, c'est vraiment voilà, une petite histoire d'une femme moderne qui tâtonne, si je puis dire, au sens figuré et au sens littéral, à travers les relations pour essayer de trouver son bonheur. Mais évidemment, on se rend compte que c'est pas comme ça que si, alors précision,
Si une jeune femme a comme objectif d'être libertine, chose que j'apprécie, et qui est une stratégie tout à fait intéressante anthropologique de reproduction pour une femme. C'est de dire, moi au fond ce que j'aime c'est le plaisir et je vais aller butiner et devenir libertine peut devenir, même dans certains cas, alors certainement pas dans une société traditionnelle, une société villageoise si on peut dire, peut être une stratégie, bon, bien sûr agréable, si on a l'émotion et la force et donc l'ouverture d'esprit pour être capable d'être libertine, et donc de coucher avec plein d'hommes, etc. Voire aussi avec des femmes, etc. Enfin, moi j'en connais plein comme ça. J'ai vécu ça longtemps pendant les années 90. Euh, et le, ça peut être une bonne stratégie, en tout cas voilà, une stratégie agréable. Mais avoir une vie presque libertine, ou en tout cas volage, en ayant une stratégie de chercher le prince charmant, entre guillemets, qui est une bêtise, mais enfin, de chercher l'homme qui va s'occuper d'elle, etc., il y a une dissonance cognitive, c'est-à-dire que l'homme qui veut garder une femme, ou de toute façon, tout homme peut aimer une femme qui couche avec plein d'hommes, à moins d'être lui-même libertin, ce qui est aussi une preuve d'ouverture d'esprit, etc., mais c'est pas donné à tout le monde. Donc, si la stratégie c'est de trouver quelqu'un pour une femme, j'imagine, et de le tenir, être volage, euh, ça peut jouer des tours parce que finalement, ce qui est rare est précieux. Et donc, pour un homme, une belle femme qui ne se donne pas facilement devient plus précieuse et demandera plus d'efforts. Et qui dit effort dit, une fois que vous l'obteniez, que vous la gardez et que vous la chérissez plus. C'est une question de coût et de bénéfice. Et c'est une question de gestion de ressources. Donc, à mon avis, et ne me faites pas dire que je suis pour une moralité sexuelle genre catholique ou musulmane ou ces trucs-là, parce que c'est pas du tout ma manière de penser. Mais d'un point de vue de coût et de bénéfice, mesdemoiselles, mesdames, si vous cherchez un homme qui s'occupe de vous, il faut que vous soyez difficile à choper, pas trop, parce que sinon l'homme a plein d'autres opportunités beaucoup plus faciles, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Mais si vous êtes volage, et si vous avez une réputation d'avoir tâtonné à travers plein d'hommes, si votre stratégie c'est d'en choper un pour votre vie ou pour votre reproduction, euh, ça peut ne pas fonctionner. Au contraire, il faut que vous vous rendiez plus riche, plus coûteuse, pas trop, et plus difficile à avoir, mais pas trop non plus. Voilà. Enfin, ça c'est un petit aparté. Mais enfin, un bon livre, intéressant, rigolo à lire. Mon ascension de l'Everest en talons aiguilles. En plus, ça fera plaisir à une jolie auteure de Genève. Passons à d'autres, toujours dans le même thème, mais un autre livre intéressant. Alors ça, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, surtout aux États-Unis. L'auteur, c'est Esther Perel, c'est une auteure israélo-belge, qui s'appelle L'intelligence érotique. Ils disent faire revivre le désir dans le couple. Ce livre part du principe que nos vies étant beaucoup plus libres et surtout beaucoup plus longues, euh, et, et du fait que nous ne sommes plus dans des mariages, entre guillemets, obligés, arrangés, et où de toute façon il n'y a pas d'issue que de fonder une famille, de s'occuper des enfants et de suivre les règles morales d'une société qui définissent comment on gère le conjoint. Prenez une société, alors les sociétés traditionnelles européennes n'existent pratiquement plus, mais prenez les sociétés traditionnelles musulmanes qui existent, c'est clairement codifié comment un homme doit se comporter avec sa ou ses femmes et comment une femme doit se comporter avec son homme. C'est codifié et la punition pour ne pas le faire, elle est sévère. Bon, bah, on aime, on n'aime pas, c'est comme ça. Euh, et ce serait bien que les civilisations européennes réfléchissent peut-être à recodifier dans une certaine manière comment on fonctionne. Du libéralisme ultra extrême, encore une fois, Welbeck l'avait parfaitement vu dans Extension du domaine de la lutte. Et voilà, j'ai trouvé que ce livre part de ce principe en disant, voilà, le problème c'est que les couples, après qu'ils soient mariés ou pas, après un certain nombre d'années, s'émoussent, émoussent certainement leurs désirs, et il y a des raisons biologiques, il y a des raisons chimiques pour cela, mais aussi au bout d'un moment, entre l'excès ou le pas assez de communication, entre la, les habitudes, entre les enfants, tout ce qui vient
se rajouter à une vie de couple, eh bien la sexualité entre couples, qui est fondamentale pour tenir et pour lier, euh, sans parler même de la reproduction, deux personnes, et c'est déjà difficile d'être à deux, hein. Je veux dire, est-ce qu'on est anthropologiquement fait pour être dans des relations purement monogames? Ça, c'est aussi une grande question. Et donc, ce livre nous explique, parce que c'est une thérapeute, c'est une psychologue de couple qui fait des thérapies de couple, j'imagine, à New York, donc avec toute la diversité qu'une grande ville ultralibérale comme New York peut vous amener. Donc elle a certainement l'expérience de couples qui ont des rapports qui vont de l'échangisme à la monogamie homosexuelle. Enfin, entre les deux, il y a tous les cas de figure, y compris les cas entre guillemets, enfin, pas du tout entre guillemets, les cas normaux, c'est-à-dire des gens qui sont mariés depuis 15-20 ans et puis qui baissent plus parce que tu as toujours le même corps en face de toi, au bout d'un moment, tu en as plein le cul, enfin, c'est justement plus. Et bref, donc il y a tous les cas de figure dans ce genre de livre. Et finalement, elle donne quelques pistes de réflexion. Je trouvais que ça ne va pas assez loin, à mon avis. Mais après tout, si on va trop loin, les cas deviennent très spécifiques et évidemment, ça ne concerne plus personne. Il y a quelques exemples. Euh, mais enfin, donne des pistes pour réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire vivre en couple, qu'est-ce que ça veut dire vivre à deux, qu'est-ce que ça veut dire euh, avoir certaines émotions qui changent avec le temps, qu'est-ce que ça veut dire avoir une vie longue et finalement passer une longue partie de cette vie avec la même personne qui a peut-être changé et puis vous aussi vous avez changé avec les années. Et donc c'est un livre très important. Pourquoi c'est important? Parce qu'encore une fois, quand on parle de sexualité et donc de rapport avec d'autres personnes, eh bien c'est que dans la survie, nous ne sommes pas seuls. Il y a la famille, mais aussi pour simplement les personnes qui sont à deux. Euh, S'il y a des tensions et des problématiques, dans des situations dégradées, est-ce que cela va être exacerbé et donc ça va nous amener à des manières de vivre cette situation dégradée de manière dramatique, de manière tendue? Est-ce que pendant cette situation dégradée, où justement le stress monte, tous les petits arrangements quotidiens que l'on a mis en place pour pas s'emmerder avec des gens qui sont constamment avec vous et que peut-être vous n'aimez plus, ou du moins vous n'aimez plus de la manière dont vous avez pu le faire auparavant, est-ce que ça va tout d'un coup exploser et vous allez vous retrouver en train d'évacuer un immeuble qui est en train de brûler, en train de vous engueuler en disant oui mais l'autre jour tu m'as dit ça, et puis il y a 2 ans tu m'as fait ça, et en fait je sais que tu avais eu une maîtresse ou un amant et puis je t'ai pas dit. Bon, c'est pas efficient pour la survie, on est d'accord. Donc ce livre fait réfléchir. Euh, voilà, c'est un petit livre, hein, il est quoi? C'est un livre il y a la version poche en français, il y a la version. Moi j'ai la version anglaise, mais j'ai pris la version poche pour l'offrir. Je vous dirai pas être qui. Voilà, donc non, c'est un livre intéressant. Je sais pas combien il doit être à moins de 10 euros en version pocket, il n'y a pas le prix. Voilà, donc intéressant à lire. Je vous le conseille si vous êtes curieux de surtout. Alors c'est pas un livre pour des jeunes, hein. Si vous avez 20 ans et que vous venez de vous marier, ou si vous pinez tous les soirs une gonzesse ou un mec différent, c'est pas votre livre, ça c'est clair. Attendez d'avoir un peu plus de bouteilles, à moins que vous soyez très curieux. Mais donc ça c'est un livre plutôt intéressant pour des personnes qui ont peut-être déjà quelques années de mariage et qui sentent venir que ça devient difficile. Et normalement, au bout d'un jour de mariage, vous savez que ça va être difficile. Mais bon, moi j'en suis à 10 ans, donc ça va. Ah, c'est pas toujours facile. Bref, troisième livre. Alors ça, c'est un must. C'est un livre extrêmement intéressant. C'est un livre indispensable à mon avis. Enfin, je dis ça parce que je suis passionné par le sujet. Le livre a un titre en plus aguichant à mort, qui est Pourquoi les femmes des riches sont belles, de Philippe Guyou, Programmation génétique et compétition sexuelle. C'est un livre de psychologie évolutive, sujet qui me passionne depuis des années et dont je parle peu parce que je ne me sens pas assez prêt. Mais ce genre de livre, en fait, explique, alors le titre est aguicheur, mais euh, le contenu du livre, non seulement y répond, mais va beaucoup, beaucoup plus loin dans le comportement des hommes et des femmes et du pourquoi anthropologique et donc biologique et donc chimique dans la manière dont on fonctionne, pourquoi les hommes se comportent d'une certaine manière et pourquoi les femmes se comportent d'une certaine manière et comment ils se comportent les uns les autres
dans leur stratégie reproductrice, qui est le but ultime biologique de tout animal et de tout être vivant. Et donc on trouve, c'est très très intéressant, toute cette explication de pourquoi l'homme va chercher à amasser des ressources, et du statut social surtout. C'est surtout le statut social qui est la résultante d'amasser des ressources, parce que si vous vous habillez comme un clochard et que personne ne sait que vous avez accumulé des millions et des millions dans votre compte en banque, vous n'attirerez pas les gonzesses. Mais si vous êtes habillé comme un clochard et tout le monde vous respecte parce que vous avez accumulé des millions et qu'en plus, dans la société, vous êtes bien considéré, même habillé comme un clochard, même moche, vous allez attirer des jolies gonzesses. Et pourquoi les gonzesses, les femmes, elles, ont une propension à rechercher des gens qui ont un haut statut social, la rockstar, qui n'est pas forcément riche, ou la personne aisée ou riche, qui, elle, a des ressources. Et on comprend très très bien, et c'est pas du tout une critique, ni des uns ni des autres. D'ailleurs, ce livre a une approche très neutre, c'est une approche scientifique, c'est une approche universitaire, bien qu'il soit plutôt facile à lire, et qui explique voilà, comment les types de relations se mettent en place, quelle est notre programmation primitive, première, et en réalité pourquoi nous avons très très peu de libre arbitre quant à nos choix, d'abord de stratégie de séduction, et aussi à nos choix de partenaires. Et là aussi, on croit tomber amoureux de quelqu'un parce que on va justifier ça par «Oh, mais il a des beaux yeux, et pour les moches, ah, la beauté intérieure», et toutes ces inventions qui ont été inventées par les femmes moches. D'ailleurs, un truc qu'il dit très bien, c'est que par exemple, ça aussi, les gens qui sont. C'est un sujet, un petit aparté, mais par exemple, le voile islamique, le truc qui couvre la tronche, il a été demandé par les femmes, hein. C'est un truc récent dans l'histoire, parce que le voile sur les cheveux, ça, c'est toutes les cultures traditionnelles du monde entier. On couvre les cheveux pour se protéger des puces, puis aussi d'un certain regard. Les femmes mariées veulent avoir une certaine respectabilité. Leurs maris ne veulent pas que leurs femmes mariées aguichent trop de gens, parce que si elles tombent enceintes, après, c'est leurs ressources à eux qui vont payer pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Chose qui arrive souvent, et il y a tout un chapitre sur l'infidélité qui est extraordinaire, qui montre qu'on a entre 10 et 30% des enfants dans toutes les cultures, y compris les cultures traditionnelles, qui sont nés par des amants ou voilà. Et c'est tout à fait logique dans l'évolution. Parce que, comme par exemple, il y a tout un truc sur le viol. On se rend compte que les femmes violées sont plus fertilisées quand elles ne sont pas violées, quand elles sont dans des rapports normaux. Et en fait, c'est qu'il y a une volonté biologique de faire venir le spermatozoïde d'un étranger, de quelqu'un non dans la hiérarchie qui normalement féconderait la femme, et qui facilite la diversité génétique. Fascinant, fascinant. Et qui montre aussi la propension de beaucoup de femmes de trouver un homme riche, stable, mais ensuite, en proportion justement entre 10 et 30%, de lui faire un enfant sur le dos avec un amant jeune, vigoureux, bad boy, mais pas stable. Et il y a une stratégie très logique derrière ça qu'ils expliquent très bien dans ce livre. C'est fascinant, c'est vraiment fascinant. C'est un livre qui fera hurler les féministes, donc c'est déjà un bon livre pour ça, et qui fera réfléchir beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes sur la raison de certains comportements que l'on. Vous savez, beaucoup de femmes se plaignent, ah, je sors toujours avec des gens qui me quittent et machin. C'est très courant, et en fait c'est normal. Et de la même manière, beaucoup d'hommes diront, ah oui, ces femmes sont attirées que par mon fric, etc. C'est normal. Moi aussi, moi pendant 20 ans, non pas 20 ans, mais 15 ans, j'ai fui beaucoup de femmes, pourtant très belles, hein. Je suis sorti avec des mannequins, enfin très très belles, mais je me disais, ouh, elles en veulent à mon argent. J'étais con, c'était normal. Et moi, justement, je disais, ah, elles sont vénales, je m'en vais. Je préfère essayer de trouver une femme plus vertueuse au bout d'un moment. Et en fait, j'étais con. C'est juste normal que ça fonctionne comme ça. Échange, sexe contre ressources. Il touche d'ailleurs le cas plus pas extrême, parce qu'il est très courant, mais la stratégie de la prostitution, c'est aussi une stratégie. La stratégie justement du libertinage, c'est une stratégie fondamentale, hein. Ensuite, c'est aussi un mode d'avoir une très grande ouverture d'esprit, etc. Et pas que d'esprit. Mais en tout cas, voilà, ce livre couvre ce genre de choses. Et je me suis. Voilà. Oui, le voile intégral a été demandé par les femmes, et probablement par les femmes moches en premier, qui voulaient donner plus de chances aux moches de trouver un homme par le biais évidemment, dans les sociétés traditionnelles, des mariages arrangés,
Mais en Occident, c'est tout le concept de beauté intérieure qui a été inventé par les femmes moches pour avoir une chance supplémentaire de se battre, parce qu'il explique que la perfidie et la concurrence entre femmes et entre hommes, elle est non seulement d'essayer d'obtenir par des stratagèmes du mensonge l'homme le plus avancé possible et de le garder, et pour l'homme par les stratagèmes et les mensonges de se faire passer pour avoir un statut plus élevé que celui que l'on a. Alors évidemment, le problème c'est qu'on va choper des personnes moins élevées en niveau d'intelligence parce qu'elles se font avoir, entre guillemets, mais au moins on va avoir la personne la plus élevée qu'on puisse avoir pour notre reproduction, encore une fois. Mais il y a aussi voilà, toute une approche de se reproduire le plus haut et le mieux possible et le plus souvent possible. C'est une stratégie fondamentale, mais qui va au fait aussi avec le fait qu'il faut nier la reproduction aux autres. Et ça explique les harems où en fait des gens accumulent énormément de femmes même pas pour les féconder eux, parce qu'ils montrent des exemples où c'était pas possible, mais pour empêcher que les autres se reproduisent également. Il y a toutes sortes de stratégies étranges qui se mettent en place et qui évidemment se traduisent euh, aujourd'hui lorsqu'on a un haut niveau d'éducation et souvent donc moins d'enfants, voire au point que toute civilisation qui devient suffisamment sophistiquée ne se reproduit plus. Et donc c'est marrant, c'est que on est encore trop lié à notre anthropologie de base, c'est comme ça, c'est intéressant à comprendre, et qui montre que dès qu'on devient une grande civilisation, on arrête de faire des enfants et on est remplacé par les barbares qui eux en font plein. Et d'ailleurs cette phrase de Diderot qui est géniale et qui démontre bien l'esprit de Diderot d'ailleurs et de l'époque. Je cite: rien ne peuple comme les gueux. Et les gueux héritent de la civilisation, la détruisent en général parce que c'est des teubés, et finalement, à la fin, bah, on reconstruit une civilisation. C'est très intéressant et c'est lié à notre sexualité et c'est lié voilà, à ce thème fondamental que j'ai trouvé fascinant. Un livre à voir, à lire absolument, à mon avis. Enfin, moi, c'est ce genre de livre qui me fascine. C'est peut-être celui en français, j'en ai lu plein en anglais, mais celui qui est en français qui est le mieux résumé, le mieux écrit. En plus, il est assez rigolo. Enfin, c'est pas le but hein, de vous faire rire, mais c'est vraiment un livre qui fait réfléchir. Je l'ai rempli de notes et j'en ai acheté en plus un pour chacun de mes enfants. Donc, je suis un bon client de cet auteur, Philippe Gouillou. Je crois il est belge. En tout cas, je le rencontrerai volontiers s'il nous écoute et lui poser deux, trois questions parce que je crois que c'est un sujet vraiment très, très intéressant. Et donc, euh, à lire, à lire. Euh, et voilà. Donc, excellent livre. Pourquoi les femmes des riches sont belles. Frédéric Delavier, je t'ai envoyé un lien à ce livre. Je pense que tu dois le lire. Il est exceptionnel. Voilà, deuxième partie. Il y a encore une troisième qui va arriver, mais plus tard. Ciao.